Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler de harcèlement scolaire aujourd'hui et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Esther Sebag. Bonjour Esther. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc Esther, vous avez 34 ans, vous êtes psychothérapeute, psychanalyste et musicothérapeute. Également. Donc vous avez fait votre parcours d'études à Aix-en-Provence et à Salon de Provence. Donc vous exercez en cabinet de psychothérapie, mais vous travaillez également en association pour enfants et adultes handicapés en tant que directrice de projets thérapeutiques. Tout à fait. Donc nous allons parler aujourd'hui de harcèlement scolaire. Alors on le sait, on en parle chaque année dans notre émission. C'est malheureusement des choses récurrentes qui arrivent auprès de nos enfants. Alors on sait que le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, et cette violence se retrouve aussi au sein de l'école et elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Alors insulté, menacé, battu, bousculé, donc il y a énormément de choses qui peuvent caractériser ce harcèlement scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, Esther, vous en tant que psychothérapeute, qu'est-ce qui se passe derrière ces personnes harcelées et ces harceleurs? Bien sûr. Alors tout d'abord, il faut dire que le harcèlement à l'école, il est souvent et malheureusement minimisé par les adultes. Et donc c'est pour ça qu'on est là à en parler. Le harcèlement entre élèves, c'est une problématique qui est de plus en plus présente. On reçoit des appels, des demandes pour en parler. Pourquoi le harcèlement va être ignoré ou banalisé par les adultes ? Surtout à l'école, un lieu qui est censé favoriser quand même la socialisation en toute sécurité entre élèves. Quelles sont les composantes qui permettent l'émergence d'un tel phénomène? Alors déjà, en premier temps, je vais un petit peu redéfinir, compléter votre définition sur le harcèlement. Qu'est-ce que c'est véritablement? Harceler une personne, ça consiste à la tourmenter avec obstination, à la soumettre à des violences physiques, comme vous l'avez si bien dit, et ou psychologiques répétées. Dans le cas scolaire, notamment en primaire et au collège, plus rarement au lycée, ces actes sont souvent commis par un groupe d'enfants à l'encontre d'un autre groupe ou d'un enfant seul que les autres considèrent comme différent. Alors il peut être différent de par sa personnalité, de par son physique ou de par ses centres d'intérêt, tout simplement. Une personne qui aime beaucoup les jeux vidéo, qui est appelée communément un geek, peut être objet de moquerie de par ses pairs. Le harcèlement, il est souvent difficile à identifier. C'est pour ça que les adultes en sont souvent choqués quand leur enfant leur en parle, du fait de son caractère insidieux. Les enfants sont intelligents, ils le produisent le plus souvent loin du regard des adultes, dans un recoin de la cour de récréation, dans les rangs, pendant les intercours, dans les toilettes, dans les vestiaires. Et ces faits sont en outre qualifiés de micro-violence ou d'incivilité, notamment dans les textes de l'éducation nationale ou encore par Éric Debarbieu, qui s'est beaucoup penché sur la violence envers les enfants. Mais l'utilisation de ces termes ne doit pas conduire à sous-estimer les répercussions qu'elles engendrent. Tous ces actes répétés quotidiennement fragilisent le quotidien de l'élève pris pour cible et empêchent donc tout épanouissement. Je cite un élève: « Mes années de collège m'ont traumatisé, j'étais le vilain petit canard dans tout le collège, etc. » Cette difficulté concerne tous les adultes de la communauté éducative, aussi bien l'équipe pédagogique que le personnel administratif, mais également les parents. Lors des appels, ces derniers ont une réelle difficulté à nommer le phénomène de harcèlement. Ils préfèrent utiliser les termes brimade, violence, maltraitance. Selon eux, leur enfant est le souffre-douleur, la tête de turc ou encore un peu le bouc émissaire de la classe. Ils décrivent le phénomène mais pensent que le terme de harcèlement est inadapté car associé à une situation beaucoup plus grave. Au-delà de la complexité de ce processus, plusieurs critères restent communs. C'est comme ça qu'on peut reconnaître même n'importe quelle personne qui n'est pas dans la psychologie, parents, éducateurs, professionnels, professeurs, peuvent reconnaître à ces symptômes-là ou ces critères-là un acte d'harcèlement scolaire. Tout d'abord, il y a une notion d'intentionnalité de nuire de la part de l'élève, de l'enfant, de l'ado. Une réitération, ça revient sans arrêt, c'est répétitif. L'abus, alors l'abus ça peut être par emprise psychique, intimidation physique, abus d'autorité.
Le sentiment d'insécurité vécu par la victime, un enfant qui commence à changer de comportement, un enfant qui était confiant, qui commence à perdre confiance en lui, et puis la blessure psychique qu'il inflige et ses multiples répercussions. Parce que ça ne reste pas sans écho, l'enfant peut même en arriver dans les cas extrêmes à des traumas ou des traumatismes. Autrement dit, un fait violent, isolé, agit sans volonté de nuire et sans abus de pouvoir d'un élève à un autre, ce qui est souvent le cas parce que les enfants sont cruels sans forcément en être conscients, sera qualifié simplement d'acte violent, mais ne prendra pas la dimension de harcèlement uniquement s'il est répété, fait de volonté consciente de blesser l'autre et en usant d'un ascendant à l'égard de l'enfant cible. La deuxième question qu'on se pose, une fois qu'on a un petit peu défini le terme, c'est pourquoi cette violence de la part d'un enfant. À la base, on part du fait qu'un enfant est pur et n'a pas forcément de tendance violente en lui. Contrairement à ça, Freud nous explique que la violence fait partie de l'être humain depuis son plus jeune âge. Donc elle est considérée comme une des composantes archaïques des relations. C'est nécessaire à la survie de l'espèce, donc c'est pas uniquement négatif. Freud a été l'un des premiers à décrire le caractère universel et inéluctable de la violence entre êtres humains pour contrer tout risque de destruction des liens assurant la cohésion en civilisation. Le bébé, depuis le tout petit enfant, sont confrontés dès le premier mois de vie à cette violence potentielle. Si son environnement est, comme l'a décrit Winnicott, psychanalyste anglais, suffisamment bon et répond de façon adaptée à ses besoins, le jeune enfant parvient à apaiser la tension interne liée à sa violence ressentie et à ses angoisses primaires. Cependant, malheureusement, certains parents ne sont pas en mesure de le rassurer, de le protéger et de contenir cette tension par des liens d'affection et de repères éducatifs. Ça peut être en particulier dans les situations dues à des carences affectives, liées à l'indisponibilité psychique du parent. Ça peut être dû à une maladie dans la famille, un deuil, des conflits conjugaux. Ça arrive, des difficultés économiques, des tensions professionnelles. Tout ça fait que ça se répercute sur l'enfant. Et ce manque-là peut se retraduire chez l'enfant sous une forme de violence. C'est un mécanisme de défense purement humain qui est mis en place par son inconscient pour faire face à la violence qu'il subit dans son quotidien familial ou autre. Donc c'est sa façon à lui de s'en défendre, de s'en protéger. Ce qui fait qu'il répercute cette violence-là sur ses camarades à l'école. Comment est vécu en fait le quotidien de ces enfants harcelés avant qu'ils n'en parlent? Parce que souvent, on voit que ces enfants n'en parlent pas de suite. Mais comment est vécu ce quotidien? Comment nous, en tant que parents, sans que l'enfant en parle, on peut se rendre compte de comportements anormaux qui peuvent nous faire penser à du harcèlement? Alors, déjà, un élève harcelé, contrairement à ce qu'on pense, c'est le choix de la victime n'est pas dû au fait qu'il soit faible. C'est uniquement une différence qui est décidée par les autres enfants. C'est un groupe assez qui va de son argument d'autorité. Cet élève harcelé, il est souvent intelligent, il a souvent des choses que les autres lui jalousent. Donc la victime n'est finalement pas tant victime que ça, c'est une personne forte. D'où le choix du groupe de harceleurs. Et si vous notez, le harcèlement se fait rarement d'un enfant à un autre. C'est la personne, le harceleur est faible, il a un manque en lui, une jalousie, et donc il prend un groupe pour s'immuniser contre ses propres faiblesses et il va chercher ce qui lui manque chez cet enfant fort que nous appelons la victime. Et puis cet élève harcelé, lui, le vit très mal, il ne comprend pas pourquoi on veut lui enlever ce qu'il a de bien finalement, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas être ami avec ces personnes, il a une grande souffrance et souvent, malheureusement, il pense qu'il la mérite. C'est ce qui est grave parce qu'il se tait, il n'en parle pas à ses parents, etc. Alors vous m'avez demandé comment on peut, nous autres adultes, avoir des symptômes un petit peu... comment on peut le savoir. Souvent, un enfant ou un adolescent va se renfermer sur lui-même, va changer de comportement. Exemple, va décider de ne plus s'habiller de telle façon, va vous dire je ne veux plus manger à la cantine, je préfère manger à la maison maintenant.
je veux plus aller chez tel ami, finalement à mon anniversaire on n'invitera pas tout le monde. Comme s'il avait une sorte de honte d'être différent et d'être stigmatisé. Et c'est à ce moment-là, il faut être très alerte, parce que c'est un bouc émissaire, donc il a perdu confiance en lui. Rester alerte à tous ces changements de comportement, ces symptômes qui peuvent être parfois même psychosomatiques. Vous avez des enfants qui développent soudainement un psoriasis sur le corps, et c'est pas anodin, du jour au lendemain. Alors bien sûr, un médicament va régler tout ça, mais c'était une alerte, un radar sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, il faut vraiment le prendre au sérieux, parce qu'un enfant ne s'étend pas sur ses symptômes. Il pense vraiment qu'il est coupable et qu'il a mérité. Donc, la chose à faire, c'est essayer de privilégier un dialogue à travers une activité qui détournerait l'enfant de son problème, de la concentration de ce problème. Lui proposer d'aller faire du sport ensemble, d'aller au cinéma, etc., un restaurant. Et puis là, il va se sentir en confiance, il va se sentir en sécurité, parce que c'est quand même le bouc émissaire, c'est la première chose, on le met en insécurité, ce groupe de harceleurs. Donc le remettre un petit peu, régénérer sa sécurité, sa confiance en lui, et à ce moment-là ouvrir le dialogue. Si les parents se trouvent en incapacité d'ouvrir ce dialogue, quand bien même ils ont établi toutes les bases de cette zone de sécurité, à ce moment-là, faire appel éventuellement à un professionnel ou encore à une personne de la famille, un grand-père, une tante, un oncle, avec qui l'enfant se sentirait plus libre. Parce que l'enfant pense qu'en se confiant à son père ou sa mère, il va la charger ou le charger de quelque chose de négatif. Il ne veut pas inquiéter ses parents. Il se sent très responsable de tout ça. Donc à ce moment-là, peut-être déléguer la chose tout en restant quand même proche de l'enfant et essayer de faire en sorte que l'enfant puisse parler. C'est le plus important. Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez parlé que finalement l'agressivité et puis la méchanceté, entre guillemets, est quelque chose d'inné, qu'on possède tous Oui, ça en fait. Tout à fait. Et quel est finalement le plaisir, si c'est un plaisir, de la personne qui va harceler? Bon, enfin, du groupe, il y a toujours une personne un peu chèvre, meneuse, voilà. Quel est finalement le plaisir qu'elle ressent, ou est-ce qu'elle ressent du plaisir? Est-ce qu'elle est angoissée de voir finalement que l'enfant harcelé va mal, pleure, est dans un coin? Est-ce qu'il y a une satisfaction de cette personne? Bien sûr, le groupe de harceleurs, à un moment donné, sont comme coupés de leur ressenti, et il y a une sorte d'urgence à combler ce manque, cette faille dont je vous parlais, cette blessure qu'ils ont eue depuis la toute petite enfance, une sorte de blessure narcissique. Et du coup, cette faille fait que, évidemment, il y a une sorte de perversion, de jouissance face à la souffrance de l'autre, mais face à la souffrance d'une personne qui était intelligente. Par exemple, le premier de la classe se retrouve très souvent harcelé. Pourquoi? Parce qu'il a des bonnes notes, parce qu'il a ce savoir, parce qu'il a cette facilité à comprendre. Ben, on veut lui prendre en quelque sorte, c'est une sorte de jalousie sublimée. Donc oui, il y a cette jouissance-là, mais quand vous lui en parlez au harceleur, il ne s'en rend pas du tout compte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est complètement omnibulé par ce besoin de remplir son vide avec le tempérament ou les atouts que la victime a. Donc c'est pas du tout conscient. Pour terminer, Esther, quel conseil peut-on donner aux parents quand finalement on nous apprend que notre fils ou notre fille est harcelé, et aux parents quand on nous apprend que notre fils ou notre fille est un harceleur? Quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents pour essayer de remettre les choses en place et essayer de prévenir les récidives? Tout d'abord, il est très important d'accueillir les confidences d'un enfant ou d'un adolescent sans en faire tout un drame, de façon calme, parce que c'est ce qui va définir, est-ce que l'enfant, il vous observe, est-ce qu'il va pouvoir se reconfier à nouveau si vous réagissez bien. Donc que ce soit un professeur, un psychothérapeute, une maman. Et en deuxième temps, essayer de toujours travailler en équipe pluridisciplinaire pour qu'il y ait plusieurs corps de métier, plusieurs personnes qui peuvent, comme vous le faites si bien, alerter les personnes, ça existe, en parler librement, c'est pas un tabou. L'enfant peut être cruel, peut être pervers, mais on est là pour encadrer, pour accueillir et pour essayer d'apporter des solutions. Ça met un peu de temps, mais déjà crever l'abcès, c'est très important. Vous voyez directement les effets sur l'enfant.
en thérapie, c'est frappant. Au bout de quelques séances, l'enfant commence à sourire à nouveau, à manger à nouveau, à sortir avec ses amis, même sa façon de se vêtir. En cabinet, j'ai eu une ado qui venait tout le temps vêtue de noir. Au bout de quelques séances, elle recommençait à mettre des couleurs, donc c'est assez fou. Un adulte, il y a un long laps de temps jusqu'à qu'il accepte le changement. Un adolescent, un enfant, c'est rapide, donc il attend que ça finalement, qu'on l'aide. À nous de nous y mettre. Esther, merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté votre œil de professionnel et je vous dis à très bientôt. Merci encore. À bientôt, merci à vous.